C'est toujours un exercice un petit peu compliqué de parler d'un nouvel iPhone. C'est un petit peu comme mettre une vignette avec des boobs sur une vidéo YouTube. Tout le monde regarde et tout le monde s'excite. D'un côté, vous avez les fanboys Android qui vont déformer la moindre remarque positive. Espèce de pigeon, les iPhones c'est beaucoup trop cher. Nous on a 10 fois mieux pour 10 fois moins cher. Et de l'autre côté, vous avez les fanboys Apple qui prennent très personnellement la moindre petite remarque négative. Non vraiment, tu ne comprends rien à l'esprit Apple, au spirit de Steve Jobs. Allez, retourne sur tes smartphones en plastique. Ah, puis vous avez aussi les fanboys Windows qui vont vous dire « Et nous, on avait déjà ça sur Lumia il y a 2 ans, mais personne ne nous a acheté. Hein. » Mais malgré tout ça, c'est mon tour de vous donner, après une semaine d'utilisation, mes premières impressions, mon premier test sur l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Ce test n'est en aucune façon un test complet de l'iPhone 6S Plus, mais bien mes premières impressions. Pour un test complet, j'aime prendre mon temps, tester la batterie sur 1 ou 2 mois. C'est le seul moyen pour moi de vraiment tester une batterie, de prendre beaucoup de photos avec, beaucoup de vidéos, pour vous livrer un test complet conséquent. On est là donc pour donner les premières impressions après une semaine d'utilisation et bien sûr le comparer avec la génération précédente, l'iPhone 6. Au niveau de l'apparence extérieure, entre un iPhone 6S et un iPhone 6, on ne voit absolument pas la différence à l'œil nu. Il y a juste un petit S qui est écrit là, qui franchement permet de différencier les deux. Le design est strictement identique à quelques points près. On a un chouille plus d'épaisseur, 0,2 mm. C'est pour pouvoir loger le 3D Touch, on en parlera tout à l'heure. Alors je sais que cette question d'épaisseur angoissait déjà pas mal de monde et je vous réponds oui, on peut adapter des coques prévues pour l'iPhone 6 sur le 6S. Peut-être pas les coques les plus rigides, mais en tout cas la coque standard qu'il y a chez Apple, qu'elles soient en silicone ou en cuir, marche très très bien avec l'iPhone 6S. Vous n'êtes pas obligé de racheter une coque si vous en aviez déjà une. Mon iPhone 6S Plus hérite donc du vieux blouson en cuir de son grand frère. Il y a également un changement de poids, c'est 20 grammes sur l'iPhone 6S Plus. Est-ce que ce changement de poids, on le sent? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. On a moins cette impression d'avoir quelque chose de trop léger en main. Et puis, pour être tout à fait honnête, au bout de quelques secondes, c'est vraiment quand on tient les deux en main qu'on sent la différence. Une chose à noter également, c'est qu'a priori, il serait plus étanche. Vous avez certainement vu une vidéo qui a pas mal fait le tour du web, où quelqu'un plongeait des iPhone 6S dans l'eau pendant 1 heure et qui ressortait quasi intact. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont étanches. Apple n'a jamais dit qu'ils étaient waterproof, mais d'après des personnes qui ont démonté le 6S, il y aurait des nouveaux joints, des joints sur le pourtour, également de la silicone sur les cartes mères. Donc je pense qu'Apple est en train de faire des expérimentations à large échelle, sur l'échelle d'une production, celle du 6S, de ce que peut donner ces brevets en étanchéité. Il est fort probable que l'iPhone 7 sera lui complètement waterproof. Il est également plus solide, Apple ne voulant pas réitérer le bad buzz du Bendgate. Buzz qui, à mon avis, était un petit peu tordu, parce que franchement, moi j'ai porté mon 6 Plus dans la poche arrière, je me suis assis dessus, et franchement, il est resté complètement droit. J'ai absolument pas eu de problème de torsion. Mais là, le fait est, c'est qu'ils ont mis un alliage aluminium 7000. L'alu 7000, c'est du zinc et du magnésium plus l'aluminium. Donc un alliage plus solide. Ils ont changé également la structure du monocoque. Et au niveau de l'écran, ils ont mis un verre plus solide. Alors, j'ai pas tout compris. A priori, ça serait un truc des échanges d'ions. Enfin, j'ai rien compris du tout. Tout ça pour dire, il est plus solide. Attention, c'est pas du saphir non plus. Les iPhones avec des écrans saphir, c'est pas pour tout de suite. Je ne sais pas quelle génération de Gorilla Glass, ou même si c'est encore du Gorilla Glass. Mais en tout cas, Apple nous dit qu'il est extrêmement solide. Au niveau des écrans, rien ne change du tout entre les deux générations. On a exactement les mêmes résolutions, la même luminosité.
C'est des écrans vraiment excellents, enfin moi je les trouve vraiment très très bons. Alors c'est sûr que c'est pas des AMOLED dernière génération, Apple ayant choisi une autre route pour ces écrans, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même des très très bons écrans, avec notamment un affichage en pleine luminosité, en plein soleil, qui est vraiment très agréable et qui permet de prendre des photos dans n'importe quelle condition. Nouveau Touch ID sur cette série 6S, un Touch ID 2 fois plus rapide, presque trop rapide, je suis assez d'accord avec Léo Duff sur ce coup-là. C'est tellement rapide que j'ai pas le temps de lire l'heure ou mes notifications quand je pose mon doigt dessus. C'est assez déconcertant, mais c'est très agréable. Là où nous avons probablement le plus gros changement au niveau de la série 6S, c'est bien sûr le 3D Touch. Le 3D Touch offre vraiment toute une nouvelle dimension d'interaction avec votre iPhone. Sur une icône par exemple, vous pouvez faire un petit peu comme avec le clic droit sur un ordinateur, afficher un menu contextuel avec un certain nombre d'actions que vous pouvez effectuer directement sur cette icône sans même lancer l'application. Ça va vous permettre, par exemple avec l'application photo, de démarrer tout de suite en mode caméra, au lieu d'être obligé de passer par le mode photo et de sélectionner ensuite la caméra. Mais le 3D Touch fonctionne également dans les applis, en tout cas pour l'instant dans les applis Apple. Vous pourrez comme ça jeter un coup d'œil aux liens que vous recevez dans vos messages ou dans vos mails. Et si vous appuyez un petit peu plus fort, puisqu'il va détecter 2 niveaux de pression différents, vous les ouvrez complètement. Mais si vous vouliez juste jeter un coup d'œil, il suffit de relâcher et hop, le lien se referme. C'est vraiment très très pratique. Au début, j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit que c'était un gadget. Et en fait, non, ça ouvre vraiment une toute nouvelle dimension à votre interaction avec votre iPhone. On imagine ce que ça peut donner sur des applications du futur et notamment dans les jeux vidéo. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que des applis Apple, quelques-unes genre Instagram et tout ça, qui gèrent le 3D Touch. Il va falloir attendre que les développeurs se sortent les doigts, c'est justement le cas de le dire, pour vraiment avoir un usage répandu du 3D Touch sur l'ensemble des iPhone 6S. C'est au niveau hardware qu'on trouve les plus gros changements au niveau de la série 6S. Apple ayant complètement revu l'architecture interne de ses iPhones. Tout d'abord, un tout nouveau processeur, le A9, avec son coprocesseur, le M9. Une nouvelle capacité en RAM, 2 Go, donc 2 fois plus que la série 6. Attention, ne pas comparer les RAM du monde Android et les RAM qu'il y a sur l'iPhone. Les deux OS ne gérant pas la RAM du tout de la même façon. Alors, sans rentrer trop dans les spécifications techniques, vous attendez certainement une réponse sur la puissance de l'iPhone 6S. Je vous donne une réponse hautement scientifique, ça poutre grave. Au niveau de l'interface, la gestion d'iOS 9 est vraiment optimisée, complètement impeccable. Vous naviguerez d'une application à l'autre sans aucun ralentissement. Apple ayant même optimisé certaines applications pour ce nouveau processeur. Par exemple Safari qui va vous donner une des meilleures expériences que j'ai jamais eues sur un smartphone de navigation mobile. Bien sûr, ça dépend de votre connexion. Au niveau des jeux, et je parle des gros jeux en 3D, là aussi les résultats sont assez spectaculaires, même sur des jeux où il y a beaucoup d'éléments graphiques à afficher en même temps, aucun ralentissement, c'est vraiment très très rapide. Je vous montre ici quelques jeux auxquels j'ai joué pour que vous vous fassiez une idée. Mais vraiment pour vous faire une démonstration de la puissance de ces nouveaux 6S, ce qui m'a le plus bluffé, c'est quand j'ai travaillé sur la vidéo de notre week-end. Le week-end dernier, on a tourné énormément de séquences en 4K et beaucoup de photos pour vous faire un petit film que vous pouvez voir ici, un petit film, et je l'ai monté avec iMovie directement sur mon iPhone 6S Plus. Une appli de montage vidéo, ça fait partie des applis les plus gourmandes en ressources. Et pourtant, avec pas loin de 40 séquences en 4K, je n'ai connu aucun ralentissement, je pouvais scrubber sur les pistes sans problème. Vraiment une expérience de velours, et j'étais pas habitué à ça sur un smartphone. Je dois le dire, c'est pas très objectif de ma part, mais ça m'a vraiment épaté.
Au niveau hardware, un changement également, c'est au niveau des batteries. Les batteries qui, pour le coup, sont devenues un petit peu plus petites que les batteries du 6 pour cause de 3D Touch et de moteurs haptiques qui prennent un petit peu plus de place. Alors, baisse de puissance ne veut pas dire forcément baisse d'autonomie. J'ai entendu beaucoup de choses. Des gens disent il y a vraiment des problèmes de batterie, on a perdu en autonomie. Tout ce que je sais, c'est que je ne me permettrai pas de vous donner des conclusions après une semaine d'utilisation. Généralement, le premier mois, quand on a un nouveau smartphone, on a un petit peu tendance à le surutiliser. Donc on a toujours un peu l'impression que les batteries sont moins bonnes. C'est bien pour ça que je vais faire un test complet plus tard, quand j'aurai vraiment utilisé l'iPhone 6S Plus dans mon quotidien, sur un usage normal, pour vous donner une opinion définitive sur les capacités de la batterie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'une semaine d'utilisation plutôt intense, j'ai pas remarqué de manière flagrante un changement d'autonomie par rapport à la génération précédente, donc mon 6 Plus. Je me suis pas retrouvé avec 0% de batterie au beau milieu de la journée ou ce genre de choses. J'interromps cette vidéo parce qu'au moment où j'étais en train de terminer le montage de cette vidéo, vient de tomber le chipgate. Le chipgate, qu'est-ce que c'est? Ça serait un problème lié effectivement aux batteries sur les iPhone 6S et 6S Plus. En fait, pour résumer les choses très rapidement, Apple a utilisé 2 fabricants pour faire les processeurs de son 6S et de son 6S Plus. Samsung et TSMC. Selon le processeur que vous avez dans votre 6S, il pomperait plus ou moins sur la batterie. Tout ça, c'est des dires de youtubeurs. Je me méfie un petit peu des news parce que c'est un bon moyen de faire beaucoup de vues aussi sur une vidéo que de créer une gate ou en tout cas de révéler une gate. Apple aurait démenti en disant que d'après leurs tests, les différences, et ils n'ont pas précisé sur quel processeur, il y aurait une différence de 2-3%, mais on ne sait pas si c'est le Samsung ou le TSMC qui serait plus ou moins puissant, si on lit exactement leur texte. Donc je développerai ce gate, puisque ça y est, il y avait le Ben Gate pour le 6, maintenant on a le Chip Gate pour le 6S, hein. C'est une tradition maintenant à chaque sortie d'iPhone, mais je vais attendre un petit peu les développements de l'histoire, donc on en reparlera dans le test complet. Mais je voulais quand même vous apporter l'info. Je mettrai le lien aussi en bas de la vidéo vers peut-être des applis pour que vous puissiez voir quel processeur vous avez dans votre 6S. Allez, on reprend. Il y a également d'autres petits changements au niveau hardware. On y reviendra dans le test complet. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe au niveau photo et vidéo. Et pour parler photo et vidéo, on passe dans le bureau où j'ai monté un petit studio photo pour justement faire quelques tests avec de la lumière maîtrisée. On commence par la photo. Apple a enfin pris une bonne résolution, haha, puisque on abandonne ce vieux capteur de 8 mégapixels qu'on se traîne mine de rien depuis l'iPhone 5S pour passer à un tout nouveau capteur de 12 mégapixels. Apple n'a jamais voulu rentrer dans la guéguerre des mégapixels puisque ça ne veut pas dire grand chose, mais par contre là ils étaient un petit peu obligés quand même de monter à 12 mégapixels puisque s'ils voulaient proposer de la vidéo 4K, on ne peut pas faire de la 4K avec simplement 8 mégapixels. Mais sur l'appareil photo numérique du 6S, Apple, contrairement à ce qu'ils nous ont raconté dans la keynote, ils n'ont pas tout changé. Déjà, ils n'ont pas changé d'optique, on reste à une optique avec 5 éléments et qui ouvre à f2.2, ce qui est franchement pas extraordinaire. Là également où ils n'ont pas changé, c'est au niveau des algorithmes de traitement électronique de l'image. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que honnêtement, ces algorithmes étaient impeccables dans l'iPhone 6. Un traitement des couleurs extrêmement naturel. Certains les trouvent ternes, moi je les trouve naturels. Là après, c'est une histoire de goût, mais c'est plutôt une réussite d'avoir adapté ces algorithmes au nouveau capteur. Donc la seule chose qu'Apple a changé dans son appareil photo numérique, dans les 3 piliers qui composent un appareil photo numérique, donc pas l'optique, pas le traitement électronique de l'image, mais bien le capteur. Un nouveau capteur de chez Sony, rétroéclairé. Et contrairement à ce que je vous disais dans la vidéo d'unboxing, mais les informations étaient un petit peu floues le week-end dernier, ce capteur n'a pas changé de taille, c'est un 1/3 de pouce. Donc ils ont fait rentrer 12 mégapixels dans un capteur qui avant en contenait 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pixels qui composent ce capteur, les photosites pour être exact, qui avant avaient une taille de 1,55 micron, passent à une taille de 1,22 micron.
Et ça, sur papier, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce que si vous avez suivi mes autres tests, vous savez que plus les photosites sont petits, moins bonnes sont les performances en basse luminosité, et plus grand est le risque d'avoir du bruit numérique sur vos photos en basse luminosité. Apple nous dit qu'ils ont combattu ce phénomène avec une technologie qui s'appelle le Deep Trench. Alors je suis allé lire un petit peu ce que c'était que le Deep Trench. Effectivement, ça a l'air d'être une technique assez éprouvée qui consiste à schématiquement à enfoncer les photosites, les pixels un petit peu plus profond dans le capteur pour qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres au niveau photoélectrique. Bref, tout ça c'est du charabia, on va bien voir ce que ça donne niveau résultat. Comme une image vaut 1000 mots, pendant que je vous parle un petit peu de photos, je vous fais défiler des photos que j'ai prises avec le 6S Plus le week-end dernier, ce week-end, pour que vous puissiez déjà regarder et vous faire une idée par vous-même. Je précise que les tests photos que je fais dans ce premier test, dans ces premières impressions, ne porteront que sur un comparatif entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Je comparerai l'iPhone 6S avec d'autres modèles, notamment dans le monde Android, voire Windows, quand j'arriverai à m'en faire prêter. Pour l'instant, je n'ai pas de haut de gamme Android ni de Windows Phone pour pouvoir comparer. Mais on va également s'arrêter sur 3 types de photos bien particuliers pour pouvoir pousser un petit peu l'analyse. Premièrement, on va voir ce qu'on gagne avec 12 mégapixels par rapport à 8 mégapixels dans la résolution et dans le piqué. Donc j'ai fait un certain nombre de photos comparatives entre le 6 et le 6S pour voir ce qu'on obtient. Et là, les résultats parlent plutôt pour eux-mêmes. On obtient une vraie augmentation de la qualité, du piqué, du rendu des photos. On le voit donc sur ces photos déjà en lumière maîtrisée, dans le studio photo qui est derrière moi, mais également d'autres photos que j'ai faites notamment dans le musée du Quai Branly. Si vous le connaissez, vous savez qu'en plus, il est assez sombre, donc ça fait un peu double test, basse luminosité, résolution et piqué. Et vous voyez quand même qu'au niveau du rendu, on a un vrai gain de piqué. Passons maintenant aux photos dans des conditions optimales, on va dire de la photo normale, de la photo en plein jour, en plein air, avec du soleil ou pas de soleil, mais quand on a une luminosité à peu près normale. Là, on obtient, en termes de traitement de l'image, les mêmes résultats entre un iPhone 6 Plus et un iPhone 6S Plus. C'est normal, comme je vous l'ai expliqué, le traitement électronique de l'image reste le même. On obtient certes un petit peu plus de piqué, un meilleur rendu, mais globalement, la différence n'est pas énorme. Après, il faut être franc, aujourd'hui, sur le marché des smartphones, je ne connais pas de smartphones, même ceux en dessous de 200 €, qui pourraient rater des photos comme ça. C'est vraiment l'enfance de l'art, c'est ce qu'il y a de plus facile en photo. Passons maintenant à la photo en basse luminosité. Alors là, ça demande un petit peu plus de tests. Déjà, on va regarder ça en lumière maîtrisée, donc avec le studio photo qu'il y a derrière moi. On va faire une première série de photos pour comparer le 6 et le 6S, on va dire en faible luminosité, éclairé par une bougie, voir ce que donnent les deux photos avec cette faible luminosité. Comme vous pouvez le voir, en tout cas chez moi, sur mon studio, avec mes deux smartphones, j'obtiens un meilleur résultat sur le 6S que sur le 6. Toujours cette question de piqué, de rendu, une meilleure stabilisation du grain numérique à ces niveaux-là de luminosité. On le voit notamment très bien quand on zoome sur certaines parties de la photo. On arrive beaucoup plus facilement à lire le texte, pour peu que vous lisiez le vieux français, sur la photo du 6S que sur la photo du 6. Voici également le type de résultat qu'on peut obtenir avec des photos portées à la main, sans trépied. Donc là, bien évidemment, le plus du modèle 6S Plus et le plus du modèle 6 aident puisqu'il y a une stabilisation optique qui va contrebalancer nos petits mouvements de main sur ces faibles luminosités. Passons maintenant à un test en très basse luminosité. Là, j'éteins complètement les lumières, je souffle la bougie. Et là, comme on peut le voir, et je suis désolé de contredire certains tests que j'ai vus, j'obtiens de meilleurs résultats avec mon 6S qu'avec mon 6. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que j'obtiens de meilleurs résultats avec le 6S qu'avec n'importe quel smartphone. Je n'ai pas d'autres smartphones pour pouvoir les comparer pour l'instant. Également, je n'ai pas du tout rencontré de problème d'autofocus en basse luminosité. Je sais que d'autres testeurs les ont rencontrés. Moi, au contraire, j'ai trouvé que le 6S se débrouillait mieux en autofocus en basse luminosité que le 6.
Une dernière chose, et ça vient vraiment de tomber, un blog en a parlé vendredi dernier. A priori, il faut bien penser à désactiver le live photo quand on fait des photos en basse luminosité. J'ai fait un test rapidement ici. Effectivement, je constate une très légère baisse des performances en basse luminosité quand le live photo est enclenché. Je vais pousser les tests et je vous livrerai mes conclusions dans le test complet. Alors, quelques déceptions, j'en ai quand même, j'en ai une notamment. Je pense qu'Apple aurait pu faire l'effort, en changeant son capteur, de changer également son optique. Peut-être de mettre une optique à 6 éléments, comme ça commence à se faire. Profiter pour augmenter l'ouverture, qu'on ait quelque chose un peu plus proche de f1.9 ou f1.8, ça aurait été bien. Mais après, je connais suffisamment bien Apple pour savoir qu'ils nous mettent vraiment les changements petit à petit pour être bien sûr qu'on achète la génération suivante. Également, j'ai avec Marion obtenu, allez, sur 2-3% des photos, obtenu quelques résultats contradictoires. Notamment dans la balance des blancs, il est parfois passé de photos trop vertes à photos trop jaunes, sans trouver la bonne balance des blancs intermédiaires. Également sur certaines photos un peu en mode macro, prise de près, dans le bokeh arrière, il y a un traitement électronique de l'image un petit peu bizarre avec des espèces de bordures grises. Ça veut peut-être dire que les ingénieurs photos de chez Apple maîtrisent un petit peu moins bien ce nouveau capteur qu'ils ne maîtrisaient le capteur précédent. A priori, c'est des choses avec des mises à jour qui devraient rentrer dans l'ordre, en tout cas je l'espère. Après, encore une fois, c'est 2-3% des photos. Par rapport à d'autres smartphones Android que j'ai testés, où j'avais des niveaux de surprise bien plus conséquents sur des photos, même s'ils restaient excellents, je pense notamment au LG G4, où là j'avais facilement 10% voire 15% des photos où j'avais des résultats assez surprenants. Alors je viens de donner des points négatifs, certains sautent peut-être sur l'occasion pour dire « mais il est pourri alors l'appareil photo de l'iPhone 6S ». Non, non, écoutez bien ce que j'ai dit. Pour moi, c'est un appareil photo excellent, mais peut-être pas extraordinaire. Par extraordinaire, j'utiliserais ce qualificatif s'il dépassait vraiment tous les autres, si il y avait une lumière qu'on n'avait jamais vue dans les basses luminosités, quelque chose vraiment de nouveau. Non, c'est un excellent appareil photo, mais c'est un changement incrémentiel de l'APN de l'iPhone. Ce n'est absolument pas révolutionnaire. Apple, avec ce nouveau capteur, finalement, se met dans les normes du marché. Il reste en tête des meilleurs photophones du marché, mais il ne dépasse personne. Il faut quand même parler des deux nouveautés en photo que nous apporte Apple. Je veux bien sûr parler du live photo. Le live photo, j'avoue que je l'ai abordé avec extrêmement de scepticisme. Le live photo, ça fait en fait des mini-vidéos un petit peu avant et un petit peu après que vous ayez pris une photo. J'ai trouvé ça très gadget. Après, j'ai lu certains articles dessus. C'est vrai que pour des gens qui ont des enfants, et si vous prenez beaucoup de photos de famille, et pour des événements familiaux, ça peut vous permettre d'avoir des moments rares, de les conserver, notamment avec un enfant qui bouge dans tous les sens. Ça peut être sympa d'activer le mode live photo. Nous, en le testant, on a pu obtenir un moment assez rigolo. Marion était en train de prendre une photo de la Tour Eiffel, une mouette est passée, et ça nous a permis de choper le vol de la mouette. Mais sinon, c'est quand même assez gadget et le gros problème, c'est que c'est très très difficile à partager avec des gens qui n'ont pas cet iPhone-là. De gros changements par contre sur la caméra de façade, puisqu'elle passe maintenant à 5 mégapixels, donnant enfin des photos honorables quand on l'utilise. Apple n'a pas fait comme les autres, il n'a pas mis un objectif avec un plus grand angle que celui qu'il y a. Alors, effectivement, ça ne permet pas de mettre beaucoup de personnes dans un selfie. Vous pourrez mettre 2, 3, 4 personnes, allez, voire 6 si vous vous tassez bien. L'avantage quand même de ne pas avoir mis un objectif plus grand angle, c'est que ça déforme moins les visages et du coup les selfies sont un petit peu plus flatteurs. Je passe également rapidement sur le flash de la caméra de façade. Alors ça n'est pas vraiment un flash, c'est un burst de la luminosité de l'écran, un petit peu comme Snapchat peut
peut déjà le faire. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est bien? Je déteste les flashs, donc je trouve de toute façon, quel que soit le flash, que ça sert à rien. Il y a peut-être un moment où ça va servir, et là je ferai des tests là-dessus, c'est que ça peut servir de softbox, donc de lumière douce, quand vous vous prenez en selfie à contre-jour, avec le soleil derrière vous. Ça peut être sympa d'utiliser ce burst écran pour déboucher un peu les ombres. Je ferai des tests. Il est temps de passer à la vidéo. Vous savez que la vidéo, c'est très important pour moi dans le choix de mon smartphone, puisque je me sers de mon smartphone comme d'un outil de travail pour la chaîne YouTube. C'est ma caméra C. D'ailleurs, il y a pas mal de séquences dans cette vidéo. Vous pouvez vous amuser à essayer de repérer lesquelles. Des séquences faites en extérieur que j'ai filmées avec l'iPhone 6S. J'avais été assez déçu dans le monde Android de certains smartphones qui donnaient d'excellentes photos, mais qui n'arrivaient pas à la cheville de l'iPhone 6 au niveau vidéo. Et j'avoue que j'attendais le 6S Plus sur ses performances vidéo au tournant, avec beaucoup d'espérance, teintée d'angoisse. J'avais notamment très peur de la manière dont Apple allait intégrer la 4K. La 4K sur des modèles Android engendrant souvent des compromis type perte de stabilisation ou problème d'autofocus ou être obligé de se filmer des séquences relativement courtes. Eh bien, l'intégration de la 4K sur les 6S est quand même plutôt réussie de la part d'Apple. On sent qu'ils y sont allés quand même un petit peu à reculons. Ils ont donné la possibilité de faire du 4K. Mais c'est vrai qu'ils l'ont bien planqué dans les options, mais je trouve que c'est assez réaliste de leur part. Car l'iPhone 6S et 6S Plus peut faire de la 4K, mais ça n'est pas une vraie caméra 4K. Mais aujourd'hui, aucun smartphone n'est une vraie caméra 4K. Si vous voulez déjà vous faire une idée de ce que ça donne en 4K, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder le film que nous avons tourné le week-end dernier, entièrement en 4K, monté d'ailleurs sur iMovie directement sur l'iPhone. Ça vous permettra de vous faire vraiment une idée de quoi il est capable en 4K. Moi, ça m'a permis de conclure que la 4K était possible avec un certain nombre de limitations. Il ne faut pas faire des mouvements trop rapides, sinon on a quand même une tendance à la saccade. Ça blinde extrêmement rapidement votre iCloud. Les fichiers générés, même si la compression est plutôt réussie, sont quand même assez lourds. Le bitrate de ces mêmes fichiers n'est pas extraordinaire. Et alors, quand j'entends certaines personnes dire « c'est débile de mettre de la 4K sur un écran qui n'affiche pas de la 4K », est-ce que vous pensez sérieusement que sur une caméra 4K, le viseur dont on sert l'écran LCD, il est en 4K? Non, quand on filme en 4K, c'est pour diffuser au final sur un écran 4K, une télé ou ce genre de choses, pas forcément pour regarder ça sur un smartphone. Je sais que certains regrettent beaucoup qu'Apple ait planqué l'option 4K au fin fond des réglages. Moi, je trouve ça malin de leur part. Ça permet pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas très bien en vidéo de ne pas activer par défaut la 4K et de faire 1 heure de vidéo de son chat en 4K et de tout blinder et de se retrouver avec un fichier absolument énorme. Et je vais vous donner une astuce que moi j'utilise pour pouvoir switcher facilement du 4K au 1080p. Il vous suffit de régler votre iPhone 6S ou 6S Plus en 4K et vous téléchargez une appli, de vidéo. Moi, ma préférée, c'est V4Video. Et l'appli, vous la réglez en 1080p à 60 images secondes, par exemple. Et donc, quand je veux tourner en 4K, j'ouvre l'appli de base d'Apple et je tourne en 4K. Et quand je veux tourner en 1080p, j'ouvre une autre appli vidéo. C'est un pis-aller, mais ça a le mérite de marcher. Donc, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6S peuvent faire du 4K, ça n'en fait pas de véritable caméra 4K, mais sur le vieux principe qui peut plus, peut le moins, on obtient de nouvelles choses en 1080p qui sont absolument spectaculaires. La stabilisation, surtout sur l'iPhone 6S Plus, maintenant, la stabilisation optique vient aider la stabilisation logicielle sur la vidéo également. Et on a un nouveau mode qui va nous permettre de faire du 1080p en 120 images secondes, ce qui va vous permettre de faire de beaux ralentis sans sacrifier à la résolution. Bref, mon conseil pour tous les vidéastes en herbe, l'iPhone 6S et 6S Plus font d'excellentes caméras 1080p. N'activez la 4K que pour certains plans bien particuliers. Par exemple, des plans où vous voudriez, en post-traitement, zoomer dans l'image. Ou alors, vraiment sur trépied, quand vous filmez un paysage en faisant un mouvement très lent pour obtenir le meilleur piqué possible. Mais votre film final, gardez-le en 1080p.
On arrive à la fin de cette partie photo et vidéo, elle était bien dense comme à mon habitude, j'espère qu'elle était intéressante et qu'elle vous a apporté des informations utiles. Et si je devais résumer tout ce que je dis, on peut dire que l'iPhone 6S et 6S Plus, qualité photo excellent, qualité en basse luminosité bonne pour le 6S, très bonne pour le 6S Plus, et au niveau qualité vidéo extraordinaire. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier test, des premières impressions sur l'iPhone 6S et 6S Plus. Je pense que dans les 2 semaines qui viennent, je vais essayer d'avoir les premières impressions d'autres personnes. J'ai quelques personnes en tête à qui je vais demander leurs premières impressions sur l'iPhone 6S. Et également vous faire un petit guide d'achat pour vous aider si vous êtes en train de vous dire « ça y est, il faut que je m'en achète un, mais je ne sais pas exactement lequel ». Et après tout ça, je passerai au tournage du test complet, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, il me faut du temps, notamment pour la batterie et pour les photos, pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Mais j'espère que mes premières conclusions, mes premières impressions vous auront déjà aidé, vous auront déjà éclairé et en tout cas vous auront déjà diverti. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.